Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser au coronavirus et à l'impact que celui-ci peut avoir sur les marchés à court terme. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors c'est officiel, l'OMS vient de déclarer l'urgence internationale concernant le coronavirus. Et donc, on va essayer de savoir si le marché a correctement estimé l'impact de celui-ci, ainsi que les potentielles répercussions sur les marchés à court terme. Alors, dans un premier temps, je vais faire le point sur la situation, en essayant de voir si les estimations des marchés sont correctes, et dans un deuxième temps, je vais revenir sur les cours du S&P 500 et du CAC 40, pour voir quel est le potentiel de baisse sur les marchés à court terme. Alors on est ici sur la page de Johns Hopkins University, donc qui rapporte la situation concernant le coronavirus en direct. Donc régulièrement on a une mise à jour et du nombre de cas confirmés, et du nombre de morts, et du nombre de personnes qui ne sont plus impactées par le virus. Alors ce qu'on voit dans un premier temps, et ce qu'on peut noter, c'est que le nombre de personnes atteintes par le virus est de 14 000 à ce jour, donc à la date du 2 février 2020. On voit également que l'évolution est exponentielle, puisque si je regarde ici l'évolution du nombre de cas, le nombre de personnes infectées par le virus, on voit qu'à la date du 24 janvier, on avait 916 personnes infectées par le virus en Chine continentale, et que cette évolution, ce nombre de personnes infectées n'a fait qu'évoluer de manière exponentielle. On avait par exemple, à la date du 30 janvier, on avait 9700 personnes infectées. On est aujourd'hui, à la date du 2 février, à 14 000 personnes infectées. Alors, on voit cependant que la plupart des personnes infectées le sont en Chine continentale. Si je prends le nombre de cas en Chine continentale à la date d'aujourd'hui, donc 13 846, que je divise par le nombre de cas total, 14 013, on arrive à un pourcentage de 98,80% des personnes infectées qui le sont en Chine continentale. Alors ceci étant, on voit qu'on a également des cas au Japon, 20 cas au Japon par exemple, on a aussi des cas à Singapour, à Hong Kong, 13 cas, donc en fait on a des cas un peu partout, essentiellement en Asie du Sud-Est, mais comme on peut le voir ici, également aux États-Unis. D'accord, avec 8 cas pour l'instant confirmés. Donc on le voit un peu partout aux quatre coins des États-Unis. On a également 8 cas confirmés en Allemagne, 6 cas en France, et ainsi de suite. Donc la crise sanitaire touche essentiellement la Chine, mais on le voit, le virus est en train de s'étendre au monde entier. Sur ce site, on a également accès au nombre de morts en temps direct. Donc c'est pas très gai, mais ça nous permet de nous faire une idée sur la situation. Alors on voit ici qu'on a un total pour l'instant, un chiffre officiel de 304 morts, et on voit également qu'on nous donne le chiffre de personnes qui ont récupéré de la situation, et donc qui ne sont plus infectées par le virus. Et alors quand on regarde ces deux chiffres, on est capable de calculer un ratio du taux de mortalité de ce coronavirus. Alors j'ai récupéré un graphique de la BBC basé sur les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Et ce qu'on peut faire avec ce graphique, c'est qu'on peut calculer un taux de mortalité. Donc ce graphique date du 31 janvier 2020. Et alors ce qu'on peut faire, c'est calculer le ratio du nombre de morts par rapport au nombre de cas recensés. Et donc si on fait 213 divisé par 9900 cas, on obtient un ratio de 2,15%. D'accord? Donc taux de mortalité au 31 janvier, 2,15%. Alors on peut calculer ce ratio à celui du SARS, donc en anglais SARS, en français SRAS. Et donc si on prend le nombre de morts total concernant le SRAS, donc 774, divisé par le nombre de personnes infectées au total, 8096, on arrive cette fois-ci à un taux de mortalité de 9,5%. Ce qui nous amène à penser que le taux de mortalité du SRAS était beaucoup plus important que le taux de mortalité du nouveau coronavirus. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne commet pas une erreur en calculant le taux de mortalité à partir du nombre de morts actuels divisé par le nombre de personnes
le nombre de cas confirmés. Alors le problème avec ce calcul, c'est que les gens qui sont affectés par ce virus ne vont pas forcément mourir au départ, d'accord? Donc il y a une sorte de lag, il y a une sorte de décalage dans le temps entre le fait de mourir et le fait d'être impacté par le virus. Ce qui veut dire qu'on ne devrait pas en réalité comparer le nombre de morts aujourd'hui par rapport au nombre de cas confirmés aujourd'hui, mais plutôt le nombre de morts aujourd'hui comparé au nombre de cas 4, 5, 6, 7 jours avant. Alors si on fait juste une simple mise à jour et qu'on compare le nombre de décès à la date d'aujourd'hui par rapport au nombre de cas confirmés à la date d'aujourd'hui, donc au 2 février, on voit que le taux de mortalité est toujours aux environs de 2%, 2,17%. Cependant, lorsque l'on compare le nombre de décès à la date d'aujourd'hui, donc 304, et qu'on le compare au nombre de cas confirmés 7 jours avant, donc ici j'ai pris le nombre de cas à la date du 27 janvier 2001, donc 4400. 304 divisé par 4400 est égal à 6,9%. Donc on a un taux de mortalité qui est bien supérieur, ou qui serait, et j'utilise le conditionnel, bien supérieur au taux annoncé de 2%. Alors j'ai trouvé un document du New York Times, daté d'hier, qui va dans le même sens. On a ici un graphique qui représente différents virus. On a ici la rougeole, on a la varicelle, on a la grippe saisonnière, on a également la grippe espagnole, la polio, etc. Ebola, etc. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est que en termes de contagion, on voit que le nouveau coronavirus a une contagion qui est estimée entre 1 et, on va regarder ici, entre 1 et 3,5. Ce qui veut dire qu'une personne infectée par le virus peut potentiellement le transmettre à 1, 2, 3 ou légèrement plus de personnes. Alors si par contre on s'intéresse au taux de mortalité, on voit que d'après les estimations du New York Times, celui-ci pourrait être compris entre 0,1% et quasiment 10%. Donc on voit que mon calcul assez grossier, assez rapide, de 6,9% de taux de mortalité n'est pas insensé. D'accord ? Et donc on pourrait bien avoir un taux de mortalité de 6,9%, 7%, et non un taux de mortalité de 2%. Donc on voit par exemple qu'à un taux de mortalité de 7%, on n'est plus très loin du taux de mortalité du SRAS. Donc le SRAS avait un taux de mortalité d'environ 10%. On voit qu'on est également à proximité d'un taux de mortalité de la grippe espagnole, qui pour rappel a fait entre 25 et 50 millions de morts. Et on est également sur un taux de mortalité pas très éloigné de la polio. Alors ensuite, je suis allé récupérer une étude d'un groupe de recherche qui s'appelle Bianco Research et qui est spécialisé dans l'étude des marchés financiers. Et alors ce qu'ils se sont amusés à faire, c'est qu'ils ont modélisé la progression du coronavirus, d'accord, à travers le monde et jour après jour. La progression du nombre de cas reportés est en ligne avec la projection de leur modèle. Le taux de croissance de propagation du virus se fait à un rythme de 53% par jour. En maintenant ce rythme constant, le nombre de cas pourrait être, d'ici le 21 février, de 183 millions. Alors, je mets des pincettes. Alors ça voudrait dire que la quarantaine au niveau de la région de Wuhan, en Chine, n'a pas fonctionné. Ça voudrait dire que le virus circule plus rapidement dans d'autres pays. Et ça voudrait dire que de nombreux cas sont passés à travers les mailles du filet. Et effectivement, quand on regarde ce modèle, on voit pour le moment que ce modèle est une bonne représentation de la réalité. En tout cas, jusqu'à la date du 27 janvier. Alors si on se place à la date du 21 février 2020, soit dans moins de 3 semaines, on peut voir que le nombre de cas pourrait être potentiellement de 183 millions de personnes affectées par le virus. Alors si je fais un simple calcul, 183 millions de personnes affectés par le virus à travers le monde, et que je multiplie par un taux de mortalité de 6%, donc 0,069, d'accord, j'obtiens un nombre de décès potentiels de 12,6 millions de personnes. Alors on va essayer de mettre ces chiffres en contexte. La grippe saisonnière fait chaque année environ 500 000 morts à travers le monde. Et donc ici, potentiellement, on pourrait avoir 12 millions de morts que je divise par 500 000. Mais on pourra avoir affaire à un virus qui fait 24 fois plus de morts qu'une grippe saisonnière.
Alors c'est là où les marchés commencent à réagir, hein, puisqu'on l'a vu vendredi, les marchés ont fortement baissé. Le Dow Jones a perdu 603 points, la 5e baisse la plus importante de l'année. Alors on voit que les bourses en Asie ont également fortement réagi ces derniers jours. Et alors on note que les bourses chinoises sont fermées depuis la date du 23 janvier. D'accord, ce qui veut dire que les marchés américains et européens ont continué à baisser, alors que les bourses chinoises, elles, étaient fermées. Et donc il sera bon de guetter la réouverture des bourses chinoises ce lundi, pour voir également quel sera l'impact sur le reste des bourses internationales. Alors j'ai récupéré ici un graphe issu des Échos, dans lequel on peut voir l'impact du SRAS entre 2002 et 2004. Et ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que les marchés asiatiques à l'époque avaient baissé d'environ 22%. D'accord, puisqu'on était passé d'un indice de 110 à moins de 90. Donc environ 22% de baisse sur une période d'environ un an. Alors l'impact au niveau du PIB avait été d'environ 2,6% pour Hong Kong, 1% au niveau de la Chine. On peut imaginer qu'aujourd'hui l'impact sur le PIB serait beaucoup plus important. Alors pour faire un calcul rapide, le PIB chinois c'est 20% de l'économie mondiale. Donc on peut imaginer que en cas de crise sanitaire plus importante qu'anticipée, on pourrait avoir un impact de ce PIB d'environ 10%. Donc 10% d'impact sur 20% du PIB mondial, cela nous donne un impact au niveau mondial de 2% du PIB. Alors si on prend le chiffre habituel d'un taux de croissance du PIB mondial aux alentours de 3%, qu'on ajoute un impact de 2% au niveau du PIB chinois, on est à 1% de croissance mondiale en 2020. Si par contre on fait l'hypothèse d'une répercussion sur le reste du PIB à travers le monde, sur les autres pays en termes de commerce international, là on peut imaginer que le coronavirus pourrait entraîner une récession au niveau mondial. Et c'est potentiellement ce qui inquiète les marchés et ce qui pourrait inquiéter les marchés dans les semaines qui viennent. Alors si on s'intéresse maintenant rapidement à l'impact sur les entreprises, on voit par exemple que Delta Airlines a suspendu ses vols jusqu'au 30 avril. American Airlines a fait la même chose en supprimant ses vols vers la Chine. United Airlines a fait la même chose et donc a fermé ses vols jusqu'au 28 mars. Air Canada fait la même chose et on voit que de nombreuses compagnies aériennes listées ici ont fermé ou réduit leur trajet vers la Chine. Donc ça laisse supposer que le nouveau coronavirus va avoir un fort impact sur le résultat des compagnies aériennes, puisque forcément leur chiffre d'affaires et leur résultat va être impacté tout du moins au premier trimestre 2020. Au niveau des loisirs, on a également, et du tourisme, on a également un gros impact au niveau de Disney qui a dû fermer son site de Shanghai. Et on a un impact également au niveau des sociétés de croisière comme Carnival, qui a dû suspendre une partie de ses croisières à direction de la Chine. Au niveau des compagnies technologiques, on voit que, et automobiles ici, on voit que Tesla va être impacté au niveau de son usine en Chine et l'entreprise indique que cela pourrait impacter légèrement la profitabilité au cours du premier trimestre 2020. On a de nombreuses entreprises également comme Microsoft, Amazon, Google qui ont fermé leurs bureaux en Chine et qui ont arrêté toute activité sur place. Par exemple, Google a fermé temporairement ses bureaux chinois. Et on voit que d'autres entreprises comme Apple ou Facebook ont restreint tous les voyages. Alors au niveau automobile, on voit également que l'activité s'est arrêtée, notamment à Wuhan. Et cet article de CNBC pointe du doigt plusieurs entreprises, notamment Fiat Chrysler, General Motors, Ford Motor et Toyota, qui espèrent rouvrir ces usines le 9 février, mais au vu de la situation, rien n'est fait. Enfin, au niveau retail, on voit par exemple que McDonald's a fermé plusieurs centaines de restaurants en Chine, que Starbucks également a fermé la moitié de ses restaurants en Chine, et que Coca-Cola a non seulement fermé ses bureaux, mais aussi une bonne partie de ses usines. Et alors ce qu'on voit avec toutes ces données, c'est que l'impact potentiel sur les résultats des entreprises au premier trimestre pourrait être très négatif. Et donc l'impact sur le PIB non seulement chinois mais également mondial pourrait être également très négatif. Et donc il va y avoir des ajustements au cours des semaines qui viennent, des valorisations des entreprises. Alors même si ça reste passager à plus long terme, qu'on peut penser que la situation va rentrer dans l'ordre à horizon de quelques mois, quelques trimestres,
le marché risque d'ajuster ses prévisions à court terme, et donc on pourrait voir les bourses fortement baisser la semaine prochaine. Alors au niveau du Total Put-Call Ratio, qui nous donne une idée du sentiment de marché, on voit ici que les investisseurs sur le marché américain ne sont pas réellement couverts contre une baisse des marchés. Alors ce qui veut dire que ceux-ci pourraient ajuster leurs prévisions et commencer à prendre des couvertures, donc par exemple en achetant des puts sur les indices, et afin de se protéger contre une baisse des marchés potentielle. Et alors ce qui se passe généralement quand les investisseurs institutionnels commencent à prendre des positions pour hedger leur portefeuille, c'est que le marché commence à baisser, puisque forcément ils commencent à prendre des positions baissières dans le marché, ce qui a un impact sur le marché lui-même. Alors pour terminer, on va regarder un peu la situation sur le S&P 500 et sur le CAC 40. Alors on va commencer avec le S&P 500 et je vais zoomer ici pour voir un peu l'activité du S&P 500 au cours du mois de janvier. Alors on va se concentrer ici sur l'activité de l'année 2018, 2019, 2020 pour voir un peu la situation actuelle. Ce qu'on voit, c'est que le S&P 500 s'est extirpé d'une d'une figure en élargissement, et on voit que sur le mois de janvier, donc à la clôture de vendredi, on a la formation d'un chandelier japonais qui s'appelle une étoile filante. Alors une étoile filante est une figure de retournement à court terme. On peut ici tracer une zone de résistance, puisque le point extrême sur une étoile filante marque une zone de résistance. Alors on a cette zone de résistance ici, on a une figure de retournement chandelier japonais, et la question qu'on va se poser, donc je vais sauvegarder, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut retracer sur le S&P 500. Alors si on regarde le RSI, on voit qu'on a une divergence baissière depuis janvier 2018, et donc on a des cours qui ont fait de nouveau plus haut, mais on a un RSI qui, lui, fait de nouveau plus bas. D'accord, donc attention, divergence baissière sur le S&P, figure de retournement ici au niveau des chandeliers japonais, et donc potentiellement les semaines qui arrivent pourraient être plus négatives qu'elles ne l'ont été jusqu'ici. Alors si on se place en fréquence hebdomadaire, d'accord, on voit ici qu'on a un début de retracement sur le S&P 500. Alors je vais me reconcentrer sur le graphique et on va dézoomer un peu pour essayer de voir les cibles potentielles au niveau du retracement. Donc, on peut tout à fait imaginer le S&P retracer au niveau de ses moyennes mobiles 18 et 21 périodes ici. Et on voit également qu'on a, donc je vais écarter un peu le graphique, on voit ici qu'on a une zone qui correspond au prolongement de l'apex. L'apex c'est la pointe du triangle ou d'un biseau. Ici on a un biseau de long terme. Je vais écarter un peu, on ne le voit pas ici, voilà, on a un biseau et donc on a un apex sur cette zone-là, et donc on a un prolongement de l'apex ici. Et donc on peut tout à fait imaginer le S&P 500 retracer sur cette zone. Donc on va essayer de marquer un point ici, donc qui correspond également aux moyennes mobiles exponentielles 18 et 21 périodes. Et donc on a un niveau ici, on va déterminer le niveau ici à 3150 points. 3150 points, donc on va le noter ici. On va le mettre là, 3150 points. Voilà, premier niveau de retracement ici. Et je vais le matérialiser comme ceci. Voilà, 3150 points. Donc premier niveau de retracement 3150 points. Deuxième niveau de retracement, ce sera tout simplement le retest de l'ancienne résistance ici, qui correspond également aux moyennes mobiles 34 et 37 périodes. Donc deuxième niveau de retracement ici, on va le mettre comme ceci, situé aux environs de 3070 points. Voilà, donc pour le S&P, deux zones de retracement. Première zone de retracement 3150 points, deuxième zone de retracement 3070 points. À la hausse, si les cours repartent à la hausse, on aura ici une zone de résistance très marquée à 3335 points. D'accord, donc en termes de potentiel, par rapport à la clôture de ce vendredi, on a un potentiel de baisse dans un premier temps de 2,40% et dans un second temps, potentiel de baisse 4,73%. Donc, pour résumer, on pourrait voir le S&P baisser d'environ 5% dans les jours et les semaines qui viennent. En cas de dérapage, on pourra viser
la troisième zone ici, donc qui correspond aux moyennes mobiles exponentielles 52 et 55 périodes, qui se situe ici à 2995 points. Voilà, donc en cas de dérapage, on a trois zones potentielles. Première zone de retracement 3150 points, d'accord, avec ici les moyennes mobiles exponentielles 18 et 21 périodes et le prolongement de l'apex d'un biseau, du biseau long terme. Deuxième zone 3070 points, d'accord, qui correspond aux moyennes mobiles exponentielles 34-37 périodes. Et troisième zone potentielle 2995 points qui correspond aux moyennes mobiles exponentielles 52-55 périodes. Donc potentiel de chute à court terme, donc dans les semaines qui viennent. Première zone de retracement située à 2% du cours de clôture de vendredi. Deuxième zone de retracement située à quasiment 5%. Et troisième zone de retracement située à environ 7% du cours de clôture de vendredi. Donc ça, c'est notre potentiel sur le S&P 500 à horizon de quelques jours, quelques semaines. On va maintenant passer au CAC 40 pour se faire une idée un petit peu. Donc CAC 40. Alors ici, on est sur les futurs, le CAC 40 Futures. Alors on voit que le CAC 40 évolue au sein d'un canal haussier depuis 2009. D'accord. Et alors je vais zoomer un peu ici. Alors on voit ici la rupture d'un support au-delà duquel le CAC 40 évoluait depuis 2011. Et suite à la rupture de ce support, on a une accélération baissière, puis une reprise haussière. Alors le problème, c'est que cette reprise haussière s'effectue au sein d'un biseau ascendant et d'un pullback au niveau de l'ancienne zone de support, qui fait maintenant office de zone de résistance. Alors le problème, c'est qu'on peut observer qu'on a une figure en biseau ascendant, et que les figures en biseau ascendant généralement ne durent pas. Et donc à la clôture de vendredi, on a une cassure ici du biseau ascendant, et on va donc pouvoir calculer des objectifs sur le CAC 40 qui sont plutôt des objectifs à la baisse. Donc on va reporter sur le CAC 40, on va reporter la zone d'oscillation qui est ici. Donc on voit clairement apparaître une zone d'oscillation ici, j'ai une oscillation comme ceci au sein du biseau ascendant, je vais la reporter sur la zone de cassure qui est située ici. Et donc mon objectif à court terme sur le CAC 40 est situé à 5266 points. Je vais le noter ici, 5266 points. 5266 points. Alors ça, c'est un des objectifs, comme ceci. Et alors, quand on a un biseau, l'objectif final, c'est de retourner en bas du biseau. Donc je vais m'appuyer sur les chandeliers japonais pour déterminer le bas du biseau, comme ceci. Et donc, dans le pire des cas, bas du biseau situé à 4600 points. Alors je sais, ça paraît totalement fou. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver. 4630 points, voilà. Si je ne me trompe pas, 4630 points environ. Alors, on est en fréquence mensuelle, donc quand je parle de court terme, bien entendu, c'est au niveau mensuel. Donc on va essayer de zoomer un peu au niveau hebdomadaire pour voir un peu quels seraient les objectifs à plus court terme. Alors, en fréquence hebdomadaire, on est ici, je vais dézoomer légèrement. Alors, premièrement, on repère ici un ancien pendu qui va faire office de marteau sur la descente. Donc je vais prendre le bas de l'ombre basse, donc de la mèche ici, et ça sera un premier objectif. D'accord, donc 5700 points, 5695 exactement. Et donc ensuite les objectifs seront matérialisés en fréquence mensuelle. Donc on va placer ça ici. Voilà, on note également la présence ici donc d'un marteau dans cette zone. Ici on avait un pendu qui va faire office de marteau, donc on aura une zone ici importante, 5356 points. Voilà, donc on a une zone importante ici également à 5356 points, marquée par l'ancien pendu, l'extrémité de l'ombre basse de l'ancien pendu qui va faire, en cas de rechute, office de support. Donc, sur le CAC 40,
À très court terme, les objectifs sont les suivants. Premier objectif, 5695 points. Deuxième objectif, 5356 points, puis 5266 points. Ça, ce sont les objectifs à horizon de quelques semaines. D'accord ? En cas de dégradation de la situation concernant le nouveau coronavirus, objectif final, 4630 points. Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut dire à très court terme. Alors on pourrait également avoir une remontée du cours ici. On a un gap observé en fréquence hebdomadaire qui fera a priori office de résistance dans la zone des 5943 points. Donc en termes de potentiel sur le CAC 40, par rapport au cours de clôture de vendredi, on voit qu'on a un premier potentiel de baisse d'environ 2%, donc à peu près comme sur le S&P 500. On a un second potentiel de baisse ici d'environ 7,5%. Et puis en cas de dégradation rapide, on a un potentiel de baisse d'environ 9%. Scénario du pire, 4630 points. Le scénario, donc le potentiel de baisse ici est d'environ 20%. Voilà. Et 20%, pour rappel, c'est les chiffres dont on a parlé concernant l'impact du SRAS. Et donc ce sont des objectifs tout à fait atteignables. On retiendra cependant que lors de la période donc de la crise sanitaire du SRAS, on était dans une phase de bear market sur les marchés américains et européens. Alors qu'aujourd'hui, on est sur une phase de bull market, peut-être en fin de bull market, ça on ne le sait pas encore, mais on est quand même dans un contexte légèrement différent. Voilà, pour autant, on l'a vu, les investisseurs n'ont pas l'air très préparés à une crise sanitaire importante, et donc on pourrait assister dès ce lundi et dès la semaine prochaine, à des ajustements dans le portefeuille des investisseurs institutionnels et donc à une forte baisse des marchés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions et à commenter mes propos dans cette vidéo. Encore une fois, mon but n'est absolument pas d'être alarmiste. Je suis convaincu que cette crise sanitaire va rentrer dans l'ordre dans les mois qui viennent. Mais mon objectif est d'essayer d'anticiper l'impact potentiel sur les marchés à court terme, donc à horizon de quelques semaines, quelques mois, et d'essayer de voir comment les marchés vont s'ajuster à l'évolution de la situation. On suivra l'ouverture des marchés ce lundi avec la réouverture des marchés chinois, donc dans la nuit de dimanche à lundi, et on suivra en particulier les 4 secteurs suivants: le secteur du luxe, le secteur aérien, le secteur automobile et le secteur des matières premières, qui tous les 4 pourraient être fortement impactés dans les semaines qui viennent du fait des ajustements des analystes. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.